On a une tâche difficile qui attend Christine Briand, qui est de vous faire sortir de table. Et on va parler cet après-midi de bonnes pratiques, on va parler de qualité. C'est à la fois, c'est triplement dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps parce que les éleveurs ont besoin d'aide. On a une population d'éleveurs qui a muté, qui est moins rurale qu'elle ne l'était il y a 30 ans et qui a besoin d'aide, de conseils. On a aujourd'hui un monde qui évolue et dans lequel le bien-être animal prend une place croissante jusqu'au point de pouvoir devenir une menace sur certains élevages si on ne prend pas en main cet aspect de la problématique de l'élevage. Et puis tout simplement parce que les échanges d'expériences des uns et des autres ne peut qu'enrichir la collectivité. C'est donc le thème des travaux de cet après-midi. On commence avec donc l'exposé de Christine Briand sur le bien-être en élevage. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon pour le micro? Oui, c'est bon pour le micro? Oui, bonjour à tous. Donc oui, donc l'objectif de l'exposé, donc déjà j'ai pas de binôme, donc je vais, comme ça je vais avoir le temps d'expliquer tout ce que j'avais prévu d'expliquer aujourd'hui. Donc c'est de vous présenter un peu un bilan des connaissances sur le bien-être à l'élevage, en vous présentant également quelques applications pratiques sur la base de ce qui est fait à l'élevage de l'unité expérimentale de l'INRA de Nouzilly, où je suis actuellement dans une équipe de recherche sur le comportement animal. Alors, avant de parler du bien-être, c'est bien de définir ce que c'est que le bien-être. Donc, le bien-être, c'est quoi? En fait, donc, il y a une définition qui a été proposée par l'ANSES en 2014, qui est en fait issue des travaux de plusieurs scientifiques de renom. Et donc, le bien-être animal, pas forcément le bien-être des chevaux, donc c'est un état de complète santé mentale et physique de l'animal, qui découle de la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux essentiels et de ses capacités à s'adapter à son milieu. Alors il faut savoir que dans cette définition, chaque mot est important. Alors tout d'abord, état de complète santé mentale et physique de l'animal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheval, c'est un être sensible physiquement, mais également mentalement. C'est-à-dire que le cheval, comme beaucoup d'animaux et comme tous les mammifères, il ressent des émotions. Alors, souvent quand je dis ça, parfois il y a des gens qui sont assez dubitatifs sur le fait que le cheval peut ressentir des émotions. Donc, j'explique ce que c'est qu'une émotion. Donc, des émotions, bien sûr, pas forcément les mêmes émotions que l'homme. On en connaît certaines. La peur, la frustration, qui sont des émotions plutôt négatives. Le plaisir, émotions positives. Alors, une émotion, c'est quoi ? En fait, c'est bien défini par 3 composantes. Si on prend par exemple la peur, une composante donc comportementale où le cheval, là en l'occurrence, il y a une bâche devant lui qu'on ne voit pas. Bon, il va fuir, il va faire un écart. Donc ça, c'est la partie comportementale. Il y a une composante physiologique où on va avoir des modifications, notamment au niveau du rythme cardiaque, également au niveau du rythme respiratoire, au niveau de certaines hormones. Et il y a un traitement de l'information par le cerveau, avec donc perception, analyse et mémorisation de l'information. Et évidemment, cette information sera mémorisée et le cheval pourra l'utiliser, elle pourra ressortir, évidemment, ultérieurement. Donc voilà ce que c'est qu'une émotion. Donc là, on comprend bien que tous les mammifères ressentent des émotions, et même avec cette définition-là, les poissons aussi. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les poissons, c'est les chevaux. Alors, si on passe à la deuxième partie de la définition, la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux essentiels. Donc ces besoins, en fait, ils vont se décliner selon 4 grands principes, donc qui sont issus du Welfare Quality, qui est un programme européen pour mettre au point des protocoles d'évaluation du bien-être pour les animaux d'élevage. Donc il y a 4 grands principes qui sont l'alimentation, l'hébergement, la santé et les comportements. Donc ces 4 grands principes-là doivent être donc respectés, et transversalement à ces 4 grands principes, la limitation des stress est importante. Alors ça, effectivement, c'est ce qu'on va apporter au cheval. Donc c'est les conditions environnementales qu'on pense être bien pour le bien-être, mais c'est pas forcément pour ça que le cheval va être en état de bien-être. Parce qu'en fait, le bien-être, il va bien sûr dépendre de l'environnement, mais c'est la façon dont le cheval va le percevoir et l'évaluer qui va déterminer son état de bien-être. Donc cette perception et cette évaluation, elle va dépendre d'un certain nombre de facteurs, et notamment du stress qui va moduler cette perception de façon négative. Et ça explique très bien pourquoi des chevaux différents placés dans les mêmes conditions, il y en a qui vont être en état de bien-être et d'autres pas. C'est vraiment individuel, la perception est individuelle pour chaque
animal en fonction de plein de choses, hein, son passé, son expérience, etc. Alors pourquoi optimiser le bien-être? Donc normalement, chacun devrait trouver au moins une motivation pour optimiser le bien-être de ses chevaux parmi toutes celles-là. Donc la production d'un cheval sain physiquement et mentalement, l'amélioration de la santé, donc on peut voir, l'amélioration de la sécurité des manipulateurs et des cavaliers, des économies de santé de main-d'œuvre, et alors l'amélioration de la performance, c'est écrit en plus petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui de publications qui montrent précisément que si on améliore le bien-être, la performance, le cheval va sauter plus haut, va courir plus vite, va mieux dresser. Ça, non, il n'y a pas de public qui dit ça. Mais par contre, on sait que l'amélioration du bien-être va permettre d'améliorer un certain nombre de choses, comme la motivation du cheval, comme ses capacités d'apprentissage. Et ça, c'est en lien direct avec le bien-être. Alors on voit que tous ces différents facteurs sont intimement liés, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, si on améliore la santé, on produira un cheval sain. Si on améliore le mental, effectivement, ça peut avoir un retentissement sur la santé, et ça permettra aussi d'améliorer la sécurité des manipulateurs et des cavaliers. Le seul facteur qui est peut-être indépendant, c'est la pression de la société, mais qui, dans certains cas, est très important pour faire avancer les choses. Alors aujourd'hui, donc, l'objectif, c'était de parler du bien-être à l'élevage. En fait, l'élevage, c'est effectivement un moment clé, hein, dans la vie du cheval. Hein. Ça peut être ses 3 premières années, voire ses 4 ou 5 premières années si il commence les cycles jeunes chevaux à l'élevage. Et donc, c'est capital dans la mesure où il y a un certain nombre de points clés, de périodes un peu délicates dans la vie du cheval et qui vont se passer à l'élevage. Donc, la naissance, le sevrage et le débourrage. Bon, le perfectionnement, ce sera pour plus tard. Effectivement, dans certains élevages, on s'arrête au sevrage. Dans d'autres, on pourra aller jusqu'au débourrage. Et donc, pour ces 3 moments clés, je dirais, de la vie du jeune cheval, en fait, on va voir que les 4 grands principes du bien-être sont impactés. Donc, à la fois pour l'alimentation, pour la partie hébergement, donc ça va être tout ce qui est espace et besoin de mouvement. La partie comportement, c'est tout ce qui sera relation sociale, également la relation avec l'homme. Bon, effectivement, le cheval est un animal pour lequel la relation à l'homme est capitale. Et donc, on aura là deux phases un peu différentes dans les relations avec le cheval. Tout ce qui est manipulation du poulain, et en gros jusqu'au sevrage, un petit peu plus après. Et puis les apprentissages, dont je vous parlerai également, mais qui peuvent commencer également très tôt dans la vie du poulain. Donc tout ça, ça va se chevaucher. Donc en fait, j'ai prévu de vous parler un petit peu de tous ces points clés qui peuvent donc impacter le bien-être du cheval à l'élevage. Bon, sachant quand même que globalement, l'élevage, c'est pas là qu'il y aurait le plus de problèmes de bien-être pour les chevaux, parce que bon, quand on parle de bien-être, en gros, hein, si on veut 3 points clés pour le bien-être, c'est fourrage à volonté, relations sociales et possibilité de se déplacer. Bon, en gros, à l'élevage, on a quand même en général ces conditions-là qui sont respectées. Alors, les manipulations du poulain, tout d'abord. Que sait-on aujourd'hui? Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, des choses qui en ont contredit d'autres. Donc, en fait, il faut savoir que, mais ça, vous le savez tous en tant qu'éleveur, la naissance, c'est vraiment un moment privilégié pour l'établissement du lien entre le poulain et sa mère, et notamment jusqu'à la première tétée, qui va arriver dans les 30 minutes à 3 heures après la naissance. Et si possible, il faudrait éviter de perturber ce lien qui va... il y a une faute d'orthographe. Perturber ce lien qui va se mettre en place de façon à ce moment-là. Et alors ça, bien sûr, s'il y a besoin pour des raisons de santé, il ne faut pas hésiter à intervenir. Mais si on peut éviter à intervenir à ce moment-là, c'est beaucoup mieux, et notamment, bon, je ne parlerai pas des méthodes intrusives, sans citer la méthode Miller par exemple, mais où on mettait les doigts dans les trous des oreilles, du nez, etc., où on mettait une tondeuse sous le nez du poulain, on agitait des sacs plastiques. Bon, en fait, ça, il faut surtout éviter de faire ça à la naissance. Si on perturbe ce lien, ça provoque, ça cause des problèmes ultérieurement. Hein. Les poulains vont moins bien s'intégrer dans le groupe, sont plus agressifs envers les congénères, et on aura un moins bon contact avec l'homme.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manipuler le poulain dès le premier jour. Une fois que ces quelques heures sont passées, on peut tout à fait commencer à manipuler le poulain dès le premier jour. Alors bon, ce sont des manipulations douces. Alors souvent on me demande ce que c'est que les manipulations. Bon, en tant qu'éleveur, vous savez, hein, c'est caresser, ça peut être brosser, ça peut être prendre les pieds, voire peut-être mettre un petit licol. Ça dure pas longtemps, ça dure quelques minutes. Et effectivement, un petit peu tous les jours. C'est pas obligatoire de le faire non plus, hein, je dirais c'est comme on le sent, mais l'intérêt à ce moment-là, c'est qu'effectivement le poulain il n'est pas dangereux, hein, il est plutôt petit, et donc ça va lui permettre de s'habituer à l'homme. Alors une autre possibilité de manipulation qui est faite, c'est de manipuler les mères, c'est-à-dire de ne pas s'occuper du poulain, de mettre un licol à la mère, de la promener, de l'attacher, de la brosser, et il a été montré là que dans ces cas-là, effectivement, les poulains avaient après un meilleur contact avec l'homme. L'autre période, alors après effectivement, il ne faut pas s'interdire de manipuler les poulains, mais il y a une autre période clé qui est très intéressante pour manipuler les poulains, c'est au sevrage, mais quand on dit au sevrage, c'est vraiment dès le jour du sevrage et pas 15 jours après. Pareil, des manipulations douces, hein, les mêmes que celles qu'on a faites sur le petit, quelques minutes par jour. Et ensuite, on va continuer ça régulièrement jusqu'au débourrage, mais ça c'est pareil, hein, donc ça peut très bien se faire auprès, il n'y a pas de souci. Bon, mais il y a effectivement aussi des poulains qui qui sont timides et qui, auprès par exemple, qui ne se laissent pas approcher. Bon, bah, c'est pas la peine de les contraindre, hein, bon, il a été montré que ces poulains ils viennent plus tard. Donc voilà, il faut un peu laisser les choses se faire, mais si on peut le faire régulièrement, quelques minutes, ça prend pas beaucoup de temps. Et après, on va avoir des chevaux qui seront plus faciles à manipuler, à débourrer, qui seront moins réactifs et donc moins dangereux pour l'homme. Alors ensuite, le sevrage, c'est également une période un peu délicate pour le poulain. Effectivement, si on compare ce qui se passe en conditions naturelles, la jument va sevrer son poulain aux alentours de 9, enfin si elle est pleine, va sevrer son poulain aux alentours de 9 mois. Mais le poulain va quand même rester dans le groupe et va rester proche de sa mère, et ce jusqu'à 2 ou 3 ans. Si la jument n'est pas pleine, tant qu'elle n'a pas de nouveau poulain, tant qu'elle n'est pas suitée d'un autre poulain, elle pourra très bien continuer à allaiter son poulain dans les conditions naturelles jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il va se nourrir de façon naturelle, mais il pourra quand même continuer à téter sa mère. Mais de toute façon, même s'il est sevré, il va rester au sein du groupe. Bon, en conditions d'élevage, c'est pas tout à fait la même chose. D'abord, ça se passe en général plus tôt, et il va y avoir un stress, quadruple stress, donc de séparation avec la mère, souvent un changement d'alimentation, changement d'environnement physique et changement d'environnement social. Et ça, il a bien été montré que ça induisait un stress avec des pertes d'état et souvent le déclenchement de stéréotypies qui très souvent sont déclenchées. Alors c'est les tics, hein, c'est-à-dire tic à l'appui, tic ambulatoire, tic à l'ours. Et autres tics, souvent sont déclenchés au moment du sevrage. Et ça provoque également un stress au niveau de la mère. Donc il y a pas mal de publications ces derniers temps qui sont parues sur le sevrage. Et en fait, il semblerait que plus c'est progressif et plus c'est fait en groupe, mieux c'est à la fois pour la mère et pour le poulain. Alors il n'y a pas une méthode de sevrage idéale. En fait, il y a un cadre qui peut être proposé et où l'éleveur va s'adapter en fonction du nombre de poulains, des locaux qu'il a à disposition. Est-ce qu'il a des prés, est-ce qu'il n'a pas de prés, est-ce qu'il a des stabus, est-ce qu'il n'en a pas. Donc voilà, il y a un certain nombre d'exemples dans la biblio, donc soit en groupe en pâture, avec introduction d'adultes donc qui vont apprendre aux poulains, où il y a également possibilité de garder toutes les juments au pré avec leurs poulains et d'enlever les juments une par une. Ça peut également se faire en box, c'est mieux de le faire 2 par 2. Ça peut également se faire en box, donc là il y a des exemples avec barrière à claire-voie, en groupe de mères, de poulains séparés ensemble, et après on laisse les 2 poulains ensemble et on enlève les 2 mères. Donc c'est un petit peu en fonction de ces possibilités, mais ce qu'il faut rajouter à ça, c'est une transition alimentaire progressive, c'est-à-dire avoir habitué le poulain à une nouvelle alimentation avant le sevrage, et éviter un apport brutal de concentré au moment du sevrage, sans apport ou avec peu d'apport de fourrage, parce que ça va vraiment risquer d'induire des stéréotypies et autres problèmes. Donc transition alimentaire avec des fourrages,
et rajout de matières grasses et de minéraux. Il a été montré que dans ces cas-là, il y a moins de stress et pas de perte d'état. Alors, en application pratique, je voulais vous montrer ce qui est fait à l'INRA de Nouzilly. Donc, c'est l'unité expérimentale, donc, où il y a naissance de 25 à 30 poulains par an. Donc là, ça a été adapté, évidemment, à l'environnement, mais ça peut également se faire avec uniquement... si on a 2 mères et 2 poulains, ça peut très bien se faire comme ça. Donc c'est adaptable aux petits élevages. La séparation est progressive, à peu près sur 4 semaines. Alors c'est vrai que ça peut paraître difficile de dire j'ai 4 semaines pour sevrer mes poulains, il faut que je libère ce temps-là. Non, en fait c'est à peu près 15 minutes par jour pour mettre le système en place. Et en fait le principe c'est de séparer les mères et les poulains tous les jours, de plus en plus longtemps, jusqu'à la séparation définitive, et au moment de la séparation de leur donner à manger. Puisqu'on sait que en fait, l'alimentation, c'est le renforcement positif qui plaît le plus au cheval. Donc là, en l'occurrence à l'INRA, pour 25 à 30 mères et leurs poulains, il faut à peu près 15 minutes par jour par une personne pour séparer les groupes. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la diapo, donc là, en fait, à l'INRA, une grande stabulation avec des séparations. Et donc là, on voit à ce niveau-là une barrière. Donc le groupe de mères et de poulains, donc là on les voit là, ils sont tous ensemble dans les 2 parties de la stabulation. Et donc ils vont être séparés chacun d'un côté avec cette barrière-là qui va être fermée. Donc il y a une partie de photo. Donc là en fait il faut dire aussi que c'est fait depuis plusieurs années. Donc les mères, il y a des mères qui sont habituées, qui connaissent très bien le système et qui savent que quand on va les séparer, elles vont avoir à manger. Donc un peu des mères qui dirigent le groupe. Donc là on voit en fait sur la première diapo, c'est le lot des poulains qui est poussé par le personnel, et donc les mères vont rester de ce côté-là. Donc là, on voit la barrière est fermée, mais évidemment, il y a des mères qui sont passées de l'autre côté. Donc les mères qui sont passées de l'autre côté vont repasser une par une de l'autre côté de la stabu. Et là, on a les poulains qui mangent et les mères qui mangent. Et ensuite, donc ça va être... en fait, la durée, c'est 5 minutes le premier jour et jusqu'à toute la journée, à la fin de la période de sevrage, jusqu'à la séparation définitive. Et alors pour la réunion, donc la réunion c'est le moment où en fait les mères sont remises où les poulains sont remis avec leur mère. Donc là-bas. Bon. C'est la fête. Merci. Je savais pas où c'était. Ah, d'accord. Ok. Donc, alors vous avez peut-être eu un peu peur, mais en fait, vous avez vu que ça se passe très calmement, même si ça est... Mais en fait, bon, peut-être qu'on peut la repasser parce que... Avec les commentaires, voilà. Ah oui, non, sauf qu'il faut aller au bout, peut-être. Ou alors peut-être qu'il faut que je remonte. Je peux remonter ? Ouais. Je vais redescendre. Voilà. Désolée. J'ai réveillé ceux qui dormaient. C'est très bien. Hein, c'est bien. En fait, c'était exprès. On vous a pas dit, mais c'est exprès. Donc voilà. Donc la barrière est ouverte. Donc en fait, les poulains vont retrouver leur mère. Et vous allez voir qu'il y a des mères qui attendent. Là, on va voir une petite grise là. Elle attend son poulain qui va arriver. Ils se précipitent pas les uns sur les autres. Hein. Moi, j'ai trouvé que ça se passe vraiment dans une ambiance zen. Il n'y a pas de stress. Voilà, il y a la jument, la grise là qui est là. Voilà, elle attend son poulain. Voilà, il arrive et craque, et on tête. Et il n'y a pas de mouvement, il y a pas de mouvement vif, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas chaque mère sait qu'elle va retrouver son poulain et inversement. Et alors là, c'est amusant parce que vous allez voir ce qui va se passer. Il y en a un autre qui arrive. C'est pas du tout un jumeau, hein, c'est un autre qui a pas retrouvé sa mère. Mais en fait, comme ils se connaissent tous, hein, puisqu'ils sont ensemble. Depuis la gestation, en fait, elle se laisse faire. Donc, elle a 2 poulains. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, ça se passe de façon tout à fait calme, sans bousculade. Et là, pour le coup, sans stress. Bon, on n'a pas fait de prélèvement pour le cortisol, mais il n'y a pas de stress. Alors, maintenant, on va continuer sur les autres grands principes du bien-être. Bon, espace de besoin et de mouvement. Ça, effectivement, c'est plus important quand même pour le cheval au travail que pour le cheval à l'élevage, mais on peut quand même dire 2 mots.
Bon, ce qui est important, c'est qu'il y ait suffisamment de confort pour le repos, donc une surface de couchage propre et sèche, que ce soit dehors ou dedans. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de la taille des box, sachant qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet, et c'est peut-être moins un problème à l'élevage. Donc pourquoi besoin de mouvement? Pourquoi? Bon, dans la nature, enfin, à l'état semi-naturel, le cheval il va parcourir 1 à 15 km par jour, c'est voire même 20 à 25 hein, lorsqu'ils ont pour les chevaux sauvages ou semi-sauvages. C'est 170 mètres dans un box, donc on voit quand même bien la différence. Et au travail, 2,5 km à 5 km par heure, mais c'est pas du tout la même intensité de travail. Donc l'exercice en liberté. Donc là, effectivement, c'est bénéfique en plus du travail, quel que soit l'âge et le niveau du cheval, et je dirais encore plus pour le jeune cheval, hein, puisque le travail, c'est quand même une certaine contrainte. Bon, il y a un certain nombre de bénéfices pour la santé qui sont bien connus, notamment sur les coliques, le développement musculo-squelettique, mais bon, là, attention aux trop grandes parcelles qui peuvent causer des problèmes chez les trop jeunes poulains. Ça a également un effet bénéfique sur la limitation des myosites. Ça a un effet favorable sur le comportement au box, bien sûr, avec des chevaux, et au travail aussi, avec des chevaux qui sont plus réceptifs, plus motivés, moins réactifs, enfin moins trop réactifs. Parce que quand je dis moins réactif, on veut un cheval réactif, mais pas trop réactif. Et ça va également limiter les stéréotypies. Et ça va faciliter l'utilisation et augmenter la sécurité. Donc pour les poulains, effectivement, le mieux, c'est le pâturage total ou partiel. Mais sinon, pour le cheval au travail, ce qu'on retrouve dans la biblio, alors évidemment, c'est difficile à dire 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie. Bon, à partir quand même de 2 heures par jour, il semble qu'on ait des effets bénéfiques notoires. Alors ensuite, les relations sociales, ça c'est pareil, c'est très important pour le poulain. Alors pourquoi? Donc le cheval, c'est un animal social et grégaire, donc qui vit en groupe à l'état naturel. Donc en fait, quand il est dans un groupe, le poulain, enfin, il va apprendre la vie, il va élaborer son répertoire comportemental, notamment par le biais des jeux, des toilettages mutuels. Là, on voit là des petits poulains qui se grooment, hein, le grooming ou le toilettage. Ah. Et ils vont également apprendre la hiérarchie avec les adultes. D'où l'intérêt de mettre des adultes dans les troupeaux de poulains. Enfin, il a été montré que des poulains tout seuls n'expriment pas n'apprennent pas tout leur répertoire comportemental. Et quand il y a des adultes, effectivement, ils l'apprennent mieux et il semble qu'ils soient plus à l'aise ultérieurement dans la vie. Alors pourquoi ne pas le faire? Bon, c'est peut-être moins problème au niveau de l'élevage. Bon, effectivement, c'est plus un problème pour les cavaliers qui ont peur des blessures. C'est peut-être aussi plus difficile de gérer un cheval qui travaille quand il est au pré. Mais effectivement, quand on met en face de ça les avantages, bon, c'est bénéfique à la fois au niveau du comportement. Donc c'est toujours pareil, limitation du stress, des stéréotypies. Les chevaux, ils apprennent plus vite, plus facilement. Ils sont plus sécuritaires avec l'homme, et donc ça a été montré sur des poulains au débourrage, où en fait il y avait un certain nombre de 45 étapes à passer, et effectivement ceux qui étaient en groupe les ont passés plus vite, avec moins de gestes potentiellement dangereux vis-à-vis de l'homme. Alors ensuite on va arriver aux apprentissages, donc ça c'est pareil, c'est l'éleveur qui va apprendre au cheval, hein, qui va faire passer ses premiers apprentissages. Et donc, bon, je sais, le cheval a une très bonne mémoire, hein, donc mémoire à très long terme, hein, plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est également capital qu'effectivement, ce soit particulièrement bien fait au niveau de l'élevage. Donc, la relation homme-cheval, en fait, est la résultante d'une part de bonnes conditions d'environnement, donc on l'a vu, hein, le fourrage, les relations sociales, l'exercice, et également toutes les interactions qu'il aura avec le cheval, sachant qu'une interaction, elle peut être positive ou négative. Bien sûr, laisser des traces dans la mémoire du cheval. Chaque interaction, même négative, sera un apprentissage, c'est-à-dire que le cheval, il va pouvoir apprendre à l'envers. Enfin, disons, ne pas apprendre ce qu'on souhaitait lui apprendre. Et donc, en fait, la relation, à un moment donné, ce sera la somme des interactions positives et négatives depuis tout petit, surtout après le sevrage. Et donc, l'intérêt, c'est qu'il y ait le plus d'interactions positives possible. Alors, quand on parle des apprentissages, en fait, les éleveurs, les cavaliers, on utilise certains. Et donc, en fait, il y a ce qu'on appelle la théorie des apprentissages.
qui est notamment publié par l'ISES, International Society of Equitation Science. En fait, c'est une association de connaissances en éthologie et de principes de l'apprentissage qui sont en fait applicables à tous les animaux. C'est applicable des abeilles jusqu'aux grands singes, enfin jusqu'à nos enfants même. C'est exactement la même chose. Bon, sauf que ils vont pas apprendre la même chose. Mais les principes sont les mêmes. Donc, effectivement, c'est important de les connaître. Et quand je vais vous les citer, vous allez voir, vous en connaissez, vous en utilisez certains. Certainement. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est donc ces principes de l'ISES. Ça, effectivement, les publie, c'est tout en anglais. Donc, l'IFCE a publié, ça doit faire 1 an et demi, un livre donc, qui est en vente, Travailler son cheval selon les principes de l'apprentissage, qui donc présente ces principes de façon très simple, en français. Ça a été écrit par Léa Lansat, chercheur IFCE à l'INRA de Tours, avec l'aide d'un écuyer de Saumur, Olivier Pulse. Et bon, c'est effectivement très facile, accessible très facilement. Donc, si vous voulez bien, on va les passer en revue, ces principes. Donc, il y en a 3 grands principes. Habituation, sensibilisation, ça va ensemble, puisque vous allez voir que eh ben, si on peut effectivement sensibiliser alors qu'on voulait habituer, donc ça va ensemble. Ça ne fonctionne pas de la même façon au niveau du cerveau de l'animal, le conditionnement opérant et le conditionnement classique. Alors, habituation, sensibilisation, ça va ensemble. Pourquoi ? Parce que les principes, les circuits sont un petit peu les mêmes. Bon, l'habituation, c'est un processus par lequel on va diminuer l'intensité d'une réponse grâce à une exposition répétée à une situation ou à un stimulus. Donc ça, on va utiliser ça pour toutes les pratiques au cours de la vie du cheval qui vont engendrer un stress. Donc on peut parler par exemple du transport. Bon, il faut savoir que le transport, c'est une des pratiques les plus stressantes pour les chevaux, à la fois physiquement et mentalement. Il faut à peu près 10 transports qui se soient bien passés pour un jeune cheval pour qu'effectivement il commence vraiment à être habitué dans son corps et dans sa tête. Mais il y a également la tonte, les soins vétérinaires, les chevaux qui on peut pas faire des injections, tout ce qui est objet effrayant. Et donc effectivement, ça peut être bien d'habituer les poulains. Plus le cheval verra jeune tout un tas de choses qu'il est susceptible de rencontrer dans sa vie, mieux ce sera. Mais effectivement, il faut l'habituer. Donc là, là, on a des photos de poulains d'une expérience de Léa Lansat qui étaient dans des paddocks où il y avait des lanières, des bâches, etc. Mais il faut faire attention quand on habitue à ne pas sensibiliser. C'est-à-dire que la sensibilisation, ça va être une réponse accrue à un stimulus intense et rapide. C'est-à-dire que si on met le cheval dans ce paddock-là, que d'un seul coup, il y a beaucoup de vent et que toutes les lanières s'agitent en même temps, là, on va le sensibiliser, il aura peur des lanières jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, comme je disais, on peut sensibiliser alors qu'on veut habituer. Il faut y aller effectivement très progressivement. Donc la sensibilisation, c'est ce qu'on va utiliser, le cavalier va utiliser, sensibilisation à la jambe ou à la chambrière. Le conditionnement opérant. Donc ces méthodes de conditionnement opérant skinnérien ou pavlovien, en fait, ça c'est pas récent du tout, ça a été publié par, si vous avez entendu parler de Pavlov, le chien de Pavlov qui salivait quand il entendait la cloche. Donc c'est des scientifiques, c'est des publications qui ont plusieurs centaines d'années, c'est pas du tout récent. J'avais oublié de dire. Donc le conditionnement opérant, là c'est ce qu'on appelle renforcement négatif ou positif. Donc vous connaissez, le renforcement négatif, en fait c'est le retrait de quelque chose que le cheval cherche à éviter pour favoriser l'expression d'un comportement. Par exemple, pour le cheval monté, la pression de jambe. Sur la pression de jambe, par exemple, le cheval il va répondre en avançant. Tout de suite, on dit le cheval répond, on cède. Bon, en fait, c'est la cession qui va renforcer la réponse et non pas l'action de jambe. Voilà. Par contre, si on continue à renforcer avec les jambes alors que le cheval avançait, là on ne renforce pas négativement et le cheval ne comprend plus. Donc le renforcement négatif, c'est ça et c'est ce qu'on utilise en équitation classique depuis un certain nombre de centaines d'années. Le renforcement positif, au contraire, c'est apporter quelque chose que le cheval aime pour favoriser l'expression d'un comportement. Donc, on demande au cheval quelque chose. Par exemple, là, en l'occurrence, je sais pas, on lui demande par exemple sur la photo de reculer. Le cheval recule, on récompense immédiatement. Et donc, le renforcement positif, parce que le cheval préfère, c'est la récompense alimentaire.
voilà, on peut essayer la caresse, on peut essayer d'autres choses, mais ce qu'il préfère, c'est la récompense alimentaire, et c'est encore le plus facile. Bien sûr, c'est moins facile quand on est monté, donc il y a d'autres types de renforcement qu'on peut utiliser. Et ensuite, il y a les punitions. Donc la punition, ça fait partie du conditionnement opérant. Ce qu'on connaît le plus, c'est la punition positive, c'est-à-dire un coup de chambrière, par exemple, ou un coup de stick. C'est aversif, c'est un stimulus aversif, et qui est fait après la réalisation du comportement qu'on ne veut pas voir, et qui est destiné à réduire la probabilité que le cheval refasse ce comportement. Mais il faut savoir que la punition, c'est assez difficile à appliquer, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un timing précis entre le moment où le cheval fait ce qu'on ne voulait pas qu'il fasse et la punition. C'est-à-dire que si le cheval fait, je ne sais pas, un écart ou un cabré, et qu'entre-temps, il y a une mouche qui passe, eh ben, il peut croire qu'on l'a puni à cause de la mouche qui est passée. Donc il faut vraiment qu'il y ait un timing précis entre la punition et le comportement qu'on ne veut pas voir. Et donc c'est pour ça que c'est délicat. Il ne comprendra pas forcément ce qu'on veut de lui. Alors ensuite, il y a le conditionnement classique. Donc ça, c'est l'association de deux stimuli. Et ça, on peut... Donc le cheval va associer quelque chose d'agréable avec quelque chose d'un peu plus difficile à faire. Donc ça c'est utilisé par exemple pour embarquer les chevaux avec un seau de nourriture. Il va associer le camion à la nourriture. Ça peut être aussi tout simplement la présence de quelqu'un avec qui le cheval apprécie de travailler. Bah, ça peut très bien être un conditionnement classique. Hein. On sait que certains chevaux travaillent mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres. Ça peut tout à fait être dû à ce type de conditionnement. Et puis il y a le renforcement positif secondaire. Donc ça, si vous avez entendu parler des techniques de clicker training, donc en fait, il s'agit de, par exemple, on demande quelque chose au cheval, par exemple de reculer. Le cheval va reculer, on va utiliser notre petit clicker qui émet un petit bruit et on le récompense avec une récompense alimentaire. Et après, progressivement, on va supprimer la récompense. Et le petit clicker dira au cheval, tu as bien fait. Et ça, bon, on peut l'utiliser, monter, c'est beaucoup plus facile. Mais ce qui est aussi très facile à utiliser, c'est à la place du clicker, d'utiliser un mot. Oui ou bien, mais toujours le même pour dire au cheval, tu as bien fait. Ou par exemple une caresse. Donc, enfin là, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu compliqué au niveau des apprentissages. Mais en fait, c'était surtout pour vous montrer que, en fait, il y a tout un tas de méthodes pour dresser les chevaux, entre guillemets, mais en fait, elles utilisent toutes plus ou moins ces différents types d'apprentissage dont le nombre n'est pas limité. Voilà. Alors, quand on utilise les premiers apprentissages, il faut tenir en compte des capacités, de la réactivité émotionnelle du cheval. Ça, c'est très important. Et donc, ça veut dire appliquer tout ce qu'il y a là. Donc là, en fait, si je voulais, il y aura un cours de 3 heures sur le sujet. Donc, on va seulement les passer en revue. Tenir compte de ses capacités sensorielles. Bon, par exemple, la vue. Le cheval, sa vision ne fonctionne pas du tout comme la nôtre. Donc, par exemple, si on l'approche par derrière, il a une zone aveugle. Il ne va pas nous voir. Donc, si on ne le prévient pas, il peut être surpris, voire il peut ruer. Donc ça, je veux dire, il n'aura pas mal agi. C'est tout simplement nous qui aurons mal agi en arrivant par derrière. Il faut tenir compte de ses capacités cognition. Donc ça, c'est ses capacités à percevoir, à apprendre, à mémoriser. Bon, un cheval, il a une mémoire de travail de à peu près 20 secondes. Donc ça veut dire que, par exemple, si on le récompense ou si on le punit, il se rappellera pendant 20 secondes de ce qu'il a fait. Et en état de stress, ça descend à 12, voire à 0. Donc ça, c'est pareil. Si on a un cheval en état de stress, on ne pourra pas le travailler. Il faut savoir que s'il ne comprend pas, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est que tout simplement, on n'a pas tenu compte de ça. Également, tenir compte de la peur, de sa réactivité émotionnelle. Le cheval, il est peureux de nature. Donc ça, c'est un herbivore. C'est une proie entre guillemets, enfin j'aime pas trop le dire, mais ça c'est quand même un peu dans ses gènes, et ça effectivement il faut en tenir compte. Ne pas punir un cheval qui a peur et ne pas non plus utiliser la peur ou la fuite dans les apprentissages, parce qu'effectivement ça va avoir un effet négatif sur la relation à l'homme. Respecter ses capacités physiques et mentales, de poser des challenges trop compliqués, trop élevés pour le cheval, on va perdre sa motivation. De même pour l'utilisation de certains matériels qui peuvent effectivement physiquement ou mentalement altérer son bien-être.
Et quand on travaille un cheval, être attentif à ce qu'on fait vis-à-vis du cheval. Alors, bien sûr, le cheval, bon, j'ai entendu dire déjà que le cheval perçoit les émotions de l'homme. Non, ça, a priori, il n'y a rien pour l'instant qui montre ça. Mais par contre, il décode très bien les expressions faciales de l'homme, ses attitudes. Donc, effectivement, ça, il décode très bien. Et donc, il faut savoir que nous, on ne sait pas, par contre, maîtriser ça. Donc, il ne décode pas les émotions, mais il va décoder les gestes qui sont induits par ces émotions. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à prendre en compte, hein, quand même. Alors, pour finir, je voulais vous montrer une application pratique de tout ça, qui est utilisée toujours à l'élevage de Nouzilly. Voilà, en fait, il s'agissait d'un protocole où il y avait des prises de sang à faire sur un troupeau de juments poney Welsh de 4 à 16 ans qui sont toutes nées sur l'INRA. Et donc, en fait, la vidéo, donc, je vais pousser le micro. Ça se fait en 2 phases. Donc là, il y a l'approche. Donc là, vous voyez, les animaux sont en complète liberté et il n'y a plus de licol. Donc il a fallu quasiment une dizaine d'années, hein, pour arriver à modifier les pratiques sur l'élevage de l'INRA. Donc là, il y en a certains dans la salle. C'est vraiment très bien ce qui a été fait. Donc là, vous avez vu l'approche, en fait. Il n'a pas choisi sa jument, Philippe, il s'appelle Philippe. En fait, c'est la jument qui est venue à lui. Et on va voir la deuxième partie de la diapo, où en fait, voilà, il fait sa prise de sang, et on a vraiment l'impression que les autres juments, elles demandent leur prise de sang. Donc, en fait, dans cette manip-là, c'était hyper important, parce que moi, je dosais le cortisol, et en fait, vous voyez, absolument pas de stress. Donc là, pour arriver à ça, bien sûr, ça se fait pas en une journée, ni même en une semaine. Il a fallu un certain nombre d'années, c'est-à-dire que les chevaux ont été élevés en groupe. Et ensuite, il y a un certain nombre de principes de l'apprentissage dont on vient de parler, là, qui ont été mis en place. Donc, des manipulations des poulains avec la mère, des manipulations au moment du sevrage, le sevrage selon la méthode que je vous ai montrée, et puis surtout, utilisation de renforcement négatif. Il n'y a pas trop utilisation de renforcement positif à l'élevage. Mais là, donc, vous voyez qu'il n'y a pas de... Enfin, quand on sait sur certains chevaux les difficultés que c'est pour faire des prises de sang, là, elles viennent réclamer leur prise de sang. Et donc, je trouvais que c'était assez intéressant de montrer ça. Et là, du coup, nous, en tant que scientifiques, quand on a des prélèvements à faire pour mesurer le stress, là, c'est clair qu'il n'y a pas de stress induit par le prélèvement. Donc, c'est aussi très intéressant, à la fois aussi pour nous, pour nos résultats, en plus du bien-être des chevaux. Voilà, donc, bon, j'espère que ça n'a pas été trop long, au moment de la sieste. Je vous remercie pour votre attention. Juste si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets, donc le livre sur les apprentissages, il y a également un blog que nous tenons avec ma collègue Marianne Vidamant qui travaille sur le comportement. Donc c'est blog spécialisé comportement et bien-être du cheval. Vous avez l'adresse si vous la trouvez aussi sur le site de l'IFCE, où on met sur ce blog en ligne régulièrement, plusieurs fois par semaine, des petites synthèses d'articles scientifiques. Enfin, en fait, c'est à la pointe de la recherche scientifique, toutes les choses intéressantes sur ces 2 sujets-là. Puis également les conférences, les webconférences sur donc tous les sujets scientifiques et techniques suivis par l'IFCE, plus particulièrement sur le comportement et le bien-être. Les prochains sujets seront sur les principes de l'apprentissage, donc 2 webconférences, les stéréotypies, les indicateurs de bien-être et les bienfaits de l'exercice. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus dès maintenant, vous pouvez poser des questions. Voilà. On peut déjà commencer par ça. J'ai un petit peu qui dormait. Moi, j'ai une première question. Quand vous avez évoqué le comportement social, la vie en groupe, est-ce que vous avez des données sur les tailles minimales et maximales d'un groupe en deçà et au-delà desquelles les inconvénients peuvent l'emporter sur les avantages? Je pense surtout aux très grands groupes. Oui, alors il y a pas mal de publis sur les groupes. Alors il n'y a pas, en matière de bien-être, il n'y a pas de règles applicables de façon sensu stricto. C'est-à-dire qu'on dit on va essayer d'améliorer le bien-être. Eh bien oui, on va essayer d'améliorer le bien-être, puis on va voir si ça a des effets bénéfiques ou pas. Hein, vraiment, le bien-être, on évalue l'amélioration en fonction des résultats qu'on va apporter. Alors sur les groupes, oui, il y a des choses qui sont publiées. Le groupe, c'est déjà à partir de 2. C'est-à-dire que si on n'a que deux chevaux, eh bien c'est déjà beaucoup mieux de les mettre ensemble que de les mettre chacun tout seul dans son coin.
Il y a effectivement des publis sur la taille des groupes. Bon, plus on va se rapprocher du groupe dans les conditions naturelles, c'est-à-dire du harem dans les conditions naturelles, bah, effectivement, mieux ça peut être. Donc c'est aux alentours de 6-8 chevaux. Mais il y a des groupes de 10 chevaux, 20 chevaux qui marchent très bien. Enfin, en fait, parfois, un groupe, ça peut mettre du temps à se mettre en place. Je sais que j'ai des cas précis que j'ai pu observer où parfois, certains chevaux... dans des groupes de 10, 12 chevaux vont peut-être avoir du mal à trouver leur place, mais ils vont finir par la trouver. Alors d'où l'intérêt de ne pas changer les groupes tout le temps. En fait, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il a bien été montré qu'il y a eu des expériences qui ont été faites où il y avait des chevaux habitués à être en groupe qui étaient changés de groupe toutes les semaines. Ben, même s'il n'y a pas d'agressivité, même s'il n'y a pas de morsure, même s'il y a au niveau du bien-être des chevaux, en fait, on voit qu'ils sont perturbés. Donc, en fait, les chevaux, ils s'habituent jamais à être changés de groupe, très souvent. Donc voilà. Donc, effectivement, il semblerait dans la biblio que 6-8 chevaux, c'est une taille de groupe satisfaisante, mais 2, c'est déjà très bien. Voilà. Donc, on s'est endormi. J'en ai une autre. Hein. Sur les manipulations des poulains, est-ce que vous avez une information ou un sentiment sur à partir de quand est-ce que le mieux est l'ennemi du bien? C'est-à-dire que tant qu'on manipule un poulain qui fait 100-120 kilos, on peut essayer de gérer la distance et le respect mutuel. Quand il fait 600 kilos, si c'est lui qui entreprend de gérer la distance, ça peut devenir problématique. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre dans la manipulation pour ne pas qu'il devienne un ami un peu trop familier? Ah ben oui, c'est tout ce qui est principe de l'apprentissage. En fait, plus on manipulera tôt, moins il y a de risques au niveau pour l'homme. Et en fait, à partir de là, les règles de l'apprentissage, c'est-à-dire pas marcher sur les pieds, tout ça s'apprend le plus tôt possible. Notamment, on peut commencer au moment du sevrage, parce que là, le poulain est vraiment réceptif et il a besoin de combler un peu cette séparation avec sa mère, donc il est assez proche de l'homme à ce moment-là. Et donc là, c'est encore relativement facile à gérer. Mais c'est sûr que si on l'a habitué avant, si ça a été possible, vis-à-vis de l'homme, il sera plus à l'aise et donc mieux habitué. Mais bien évidemment, les principes, plus ils seront inculqués tôt, plus ce sera facile. C'est-à-dire que la manipulation du petit poulain ne consiste pas simplement à gérer ses frayeurs, mais aussi à lui donner les bonnes manières. Voilà, tout à fait. Et ça, les principes de l'apprentissage, donc quand on dit renforcement négatif, tout simplement quand on mène le poulain en longe, ça veut dire que si on tire sur la longe, il faut qu'il avance. Dès qu'il avance, on arrête de tirer sur la longe. Là, il saura que dès qu'on arrête de tirer, on l'embête plus. Donc voilà. Et de même pour le respect vis-à-vis de l'homme, c'est absolument la même chose. Plus c'est inculqué tôt, mieux ce sera. Parce qu'après, sinon, il faut éviter d'utiliser la force et on sera obligé de l'utiliser. Donc, oui, je crois que c'est important de le préciser pour des gens, notamment des jeunes gens qui trouvent ça très agréable de se faire un copain d'un poulain. C'est que l'apprentissage, c'est pas un jeu, quoi. Ah non, pas du tout. Il y a des règles, des principes, vous avez vu, qui ont été établis par des scientifiques au siècle dernier. Et effectivement, ça fonctionne avec tous les animaux. Et certains qu'il ne faut pas les employer à l'envers. Par exemple, il y a un certain nombre de chevaux qui font des défenses. En fait, c'est tout simplement des apprentissages qui ont été faits à l'envers. Par exemple, je vous donne un exemple. Ça peut être valable sur un poulain. Sur une pression de jambe, si le cheval, par exemple, il envoie un coup de cul ou s'il rue, le cavalier il va se dire « Oh là là, je serre les jambes, ça le fait ruer, je desserre les jambes ». Le cheval, il apprend que quand effectivement il rue, on desserre les jambes, on ne l'embête plus. Au contraire, c'est là qu'il faut tenir, continuer à serrer les jambes jusqu'à ce qu'il ne rue plus. Et il apprendra que, du coup, on lui fiche la paix. Mais là, on peut très bien apprendre des choses à l'envers quand on applique ces principes de l'apprentissage. De même pour le renforcement alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le renforcement alimentaire en disant après, c'est des chevaux qui viennent fouiller dans les poches, c'est des chevaux qui ne sont pas respectueux. Non, si on utilise le bon timing, pas du tout. Il faut apprendre au cheval à attendre sa récompense et pas à venir la chercher. Donc, lisez le petit livre de Léa et vous saurez tout sur le sujet. C'est vraiment bien expliqué, très simplement expliqué. Une autre question. Bonjour, Thierry Radenac. Merci beaucoup pour votre présentation
très utile et très concise. Je voulais juste, si on a le temps, revenir sur un point que vous évoquiez, quand il n'y a pas forcément de corrélation entre l'augmentation du bien-être et l'augmentation des performances de l'animal. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ? Oui, en fait, j'ai dit qu'il n'y avait pas de publication scientifique, parce que moi, tout ce que je vous dis là, c'est issu de publications scientifiques, de publications, voilà. Et donc, il n'y a aucune publication aujourd'hui qui dit, quand on améliore le bien-être, et ça n'a pas été testé scientifiquement, le cheval, il sautera mieux, il courra plus vite, ou il va mieux dresser. Mais par contre, indirectement, on sait que quand on améliore le bien-être, le cheval va mieux apprendre, plus vite, il sera plus motivé. Dire que, alors là, je parle par exemple de l'apprentissage. Mais de même si, ça commence à se voir au niveau des cavaliers internationaux, il y en a de plus en plus qui mettent leurs chevaux au paddock. Par exemple, je cite Charlotte Dujardin, championne du monde, championne olympique de dressage. Quand elle arrive sur un concours, s'il n'y a pas de paddock pour mettre ses chevaux, voilà, elle met ses chevaux au paddock. Et donc c'est... Voilà, il n'y a pas de public qui montre la relation directe, mais par contre, de façon indirecte, il y a plein de choses qui montrent qu'effectivement, ça améliore la performance. Du coup, si je peux me permettre d'apporter une petite précision sur ce que tu dis, donc juste là, Claire Neveu. Effectivement, il y a de plus en plus d'équipes qui se posent la question justement sur la performance. Et il y a une récente publi, moi je travaille pas mal sur l'effet de la musique, justement, qui a des effets relaxants et du coup qui aussi a des effets sur le bien-être et sur la limitation du stress. Et il y a une récente publication qui a montré que si on diffusait un certain type de musique classique dans les écuries, on aurait une amélioration des performances, qui est après lissée sur le temps, une fois que les animaux sont habitués à l'effet de la musique. Mais on commence tout juste à avoir des équipes, effectivement, qui s'intéressent à cet aspect bien-être, performance, même si c'est très compliqué, comme tu le disais, à mettre en évidence, en fait. Oui, voilà. Bien.